Un homme a séquencé son génome sur sa table de cuisine. Le plus choquant n'est même pas ça. Le plus choquant, c'est qu'il affirme ne jamais avoir envoyé son ADN sur Internet. À aucun moment. Pas à une plateforme, pas à une biotech, pas à un intermédiaire. Juste un séquenceur portable, des modèles d'IA et du calcul local. Et si le vrai sujet du biohacking IA n'était pas l'homme augmenté? Et si le vrai sujet, c'était beaucoup plus concret? Le laboratoire qui arrive dans les maisons. Pas au sens où chacun devient médecin dans son salon, restons sérieux. Mais au sens où 3 briques qui vivaient séparées commencent à se rapprocher très vite. La lecture du vivant, l'interprétation par logiciel et la maîtrise personnelle des données biologiques, voilà ce qui se passe vraiment. Pendant longtemps, comprendre sa biologie impliquait presque toujours le même marché implicite. Vous donniez vos données les plus intimes à une entreprise, à une institution ou à un laboratoire et vous attendiez qu'on vous renvoie une réponse. Ce modèle ne disparaît pas, mais il commence à changer. On va voir ensemble 3 choses. D'abord, les constats. Pourquoi ce basculement devient crédible maintenant? Ensuite, les enjeux. Ce que ça change directement pour vous, pour vos données et pour le business autour de la santé. Et enfin, les possibilités. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant avec ce mouvement-là, sans fantasme et sans jouer au savant fou? Premier constat, le matériel sort du labo. Le cas qui a circulé ces derniers jours est très symbolique. Un entrepreneur explique avoir séquencé son propre génome chez lui avec un Minion. Or, le Minion, ce n'est pas un concept abstrait. C'est un séquenceur de la taille de la paume de la main, utilisable au laboratoire ou sur le terrain, branché directement sur un ordinateur portable. Autrement dit, la lecture du vivant n'est plus automatiquement enfermée dans une grosse machine, dans une pièce blanche, derrière une institution. C'est un changement d'échelle. Et ce changement d'échelle compte énormément. Parce qu'à partir du moment où l'outil de mesure devient compact, mobile, branchable à un laptop, toute la chaîne de valeur commence à bouger. Le coût psychologique baisse, le délai baisse, la dépendance baisse. L'idée même de faire venir le labo à soi cesse d'être absurde. Attention à une nuance essentielle. Un appareil portable ne transforme pas un particulier en laboratoire clinique. Il ne remplace ni les protocoles, ni la validation, ni les compétences. Mais il change la géographie de départ. Le point d'entrée n'est plus forcément une grosse infrastructure. Il tient dans une main. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. Le capteur n'est plus le seul goulot d'étranglement. Deuxième constat. Ce qui change la donne, c'est pas seulement la machine qui lit, c'est le logiciel qui interprète. Pendant longtemps, le vrai mur n'était pas uniquement l'accès aux données biologiques. Le vrai mur, c'était la capacité à comprendre ce qu'elle raconte. Vous pouviez produire un fichier gigantesque, illisible pour presque tout le monde, et rester bloqué juste après la mesure. C'est là que l'IA entre en scène. Des systèmes comme AlphaGenome peuvent analyser des séquences d'ADN très longues et prédire de nombreuses propriétés moléculaires liées à la régulation des gènes. D'autres modèles, comme Evo, vont encore plus loin dans l'ambition. Prédiction, design, travail sur l'ADN, l'ARN et les protéines. Dit autrement, la biologie devient de plus en plus lisible par des systèmes logiciels. Mais attendez, il faut être rigoureux ici. Ces outils ne remplacent pas demain un généticien, un biologiste ou un oncologue. On n'est pas dans le scénario où une IA grand public prend seule une décision médicale fiable à partir de votre génome. En revanche, on est bien dans un monde où l'interprétation du vivant devient plus rapide, plus assistée, plus distribuée et, dans certains cas, davantage localisable sur des machines personnelles puissantes. La réponse va vous surprendre. Le vrai déplacement de pouvoir n'est pas dans le capteur. Il est dans l'intelligence qui donne du sens aux données. Troisième constat. La personnalisation n'est plus seulement un discours. Elle existe déjà dans des cas très concrets. Prenez l'histoire de Rosie, cette chienne atteinte d'un cancer agressif. Ce qu'on lit parfois sur les réseaux, c'est « quelqu'un a utilisé ChatGPT pour créer un vaccin contre le cancer ». C'est vendeur, mais c'est une mauvaise formulation. La réalité, c'est plus intéressant que ça. Le propriétaire a utilisé des outils d'IA pour comprendre la logique de conception d'un vaccin personnalisé. Ensuite, le séquençage tumoral a été réalisé, les cibles ont été revues avec des chercheurs, et le vaccin à ARNM a été fabriqué en laboratoire, puis administré dans un cadre de recherche vétérinaire. Donc l'IA n'a pas guéri le cancer, elle a servi d'assistant intellectuel dans une chaîne scientifique encadrée. Et pourtant, le signal est massif. Parce que ce qui demandait hier un programme industriel très lourd devient aujourd'hui, dans certains cas, assez modulaire pour être amorcé plus vite par une personne compétente, bien entourée, avec les bons partenaires. Du côté humain, les grands laboratoires testent déjà des vaccins personnalisés à ARNM contre certains cancers avec des résultats sérieux sur le mélanome à haut risque. Le labo n'est donc pas dans votre cuisine au sens thérapeutique, mais sa logique, elle, commence déjà à se rapprocher de vous.
Voilà les constats. Des outils de lecture plus petits, des logiciels biologiques plus puissants et des cas réels où la personnalisation médicale devient plus rapide et plus ciblée. Maintenant, la question n'est pas « est-ce de la science-fiction ?» La question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour vous? Premier enjeu, vos données de santé ne sont plus seulement des données médicales. Elles deviennent une matière première stratégique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la biologie devient plus lisible, la vraie bataille n'est pas seulement qui a le meilleur modèle. La vraie bataille, c'est qui voit vos données, où sont-elles stockées, qui les revend, qui les recroise, qui construit de la valeur dessus. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. Pendant des années, on a surtout parlé des données bancaires, des données de navigation, des données sociales. Mais la donnée biologique, c'est d'un autre ordre. Ce n'est pas juste ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Si l'IA locale progresse, elle change donc quelque chose de fondamental. Elle rend crédible une biologie plus privée, plus personnelle, plus maîtrisable. Pas parfaite, pas simple, mais plus maîtrisable. Et ça a un effet direct très concret. Avant, pour obtenir un service un peu intelligent, il fallait souvent tout envoyer dans le cloud, tout centraliser, tout confier. Demain, une partie croissante de la valeur viendra de workflow où vous gardez la donnée brute chez vous, où vous décidez ce qui sort, où vous partagez seulement une synthèse, seulement un indicateur, seulement ce qui est nécessaire. La santé devient alors un sujet de gouvernance personnelle, pas seulement un sujet de performance technique. Cette nuance est capitale. Le progrès ici n'est pas seulement mieux prédire. Le progrès, c'est aussi mieux choisir ce que vous révélez. Deuxième enjeu. Des individus motivés peuvent désormais aller beaucoup plus loin qu'avant. Et c'est à la fois une opportunité et une responsabilité. Le cas du séquençage à domicile, le cas Rosie, les outils comme Minion, AlphaGenome, Evo2 ou DGXPark racontent tous la même histoire. Le coût de départ baisse, l'accès au savoir baisse, le délai entre idée, test et première interprétation baisse. Pour un entrepreneur, ça change tout, parce que cela veut dire qu'il devient possible d'explorer un problème de biologie, de prévention, de suivi personnel ou d'éducation santé avec beaucoup moins de capital qu'hier. En revanche, la tentation du raccourci devient énorme. Et là, il faut tenir une ligne claire. Lire n'est pas diagnostiquer, interpréter n'est pas traiter, générer une hypothèse n'est pas valider une thérapie. Cette phrase change tout. Le futur proche n'appartient pas à ceux qui joueront au médecin sur Discord. Il appartiendra à ceux qui sauront combiner vitesse d'exploration, humilité scientifique, cadre réglementaire et partenaire crédible. Autrement dit, la baisse de la barrière technique ne supprime pas l'exigence. Elle la déplace. Troisième enjeu. La valeur économique se déplace. Pendant longtemps, la santé et la biologie étaient structurées autour de gros silos. Le capteur d'un côté, le labo de l'autre, le dossier patient ailleurs et l'intelligence décisionnelle encore ailleurs. Quand le capteur devient portable, que le calcul devient local et que l'IA sert d'interface d'interprétation, une nouvelle couche devient centrale. La couche de traduction. Qui va rendre ces données compréhensibles? Qui va les mettre en contexte? Qui va construire les tableaux de bord utiles? Qui va orchestrer la relation entre l'individu, le laboratoire, le clinicien, le coach, le protocole, le consentement et la confidentialité? La réponse n'est pas uniquement dans les capteurs. Elle est dans l'architecture de confiance. Et ça, pour des entrepreneurs, des makers, des consultants, des acteurs du bien, être ou de la prévention, c'est une redistribution des cartes très concrète. Voilà les enjeux. Vos données biologiques deviennent un sujet de souveraineté. L'expérimentation devient plus accessible. Et une nouvelle chaîne de valeur commence à émerger autour de la traduction, de la coordination et de la confiance. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Faisons l'inventaire. Qu'est-ce que vous avez déjà? Vous avez un smartphone, des données de sommeil, des données d'activité, des bilans sanguins existants, un historique personnel, des objets connectés, des outils d'IA capables de résumer, comparer, structurer et vous aider à poser de meilleures questions. Vous n'avez pas besoin d'un labo complet pour commencer à reprendre la main sur votre biologie quotidienne. Vous avez besoin de méthodes. Et une bonne méthode commence par une ligne de base. Observer avant d'interpréter. Mesurer avant de conclure. Comparer des semaines entre elles. Repérer ce qui est stable, ce qui varie, ce qui dépend du sommeil, du stress, de l'alimentation, du sport ou d'un changement d'habitude. Sans cette ligne de base, on confond très vite intuition, anxiété et signal réel. Première possibilité, reprendre la main sur les données que vous produisez déjà. Le premier petit pas, c'est souvent le plus simple. Centralisez vos données existantes. Sommeil, activité, glycémie si vous en avez, bilan passé, alimentation,
humeur, énergie. Ensuite, utilisez l'IA non pas pour vous autodiagnostiquer, mais pour structurer des questions, repérer des corrélations simples et préparer de meilleures discussions avec des professionnels. Perte acceptable, quelques heures et un peu de discipline. Gain potentiel, comprendre enfin vos propres patterns au lieu de naviguer à l'aveugle. La bonne question n'est pas « Comment devenir biohacker en 30 jours ?» La bonne question, c'est « Quelles données de ma vie quotidienne dorment déjà sans me servir ?» Deuxième possibilité, si vous êtes entrepreneur, regardez ce mouvement comme une opportunité de service. Le business de demain autour du vivant n'est pas seulement dans les capteurs, il est dans la confiance. Il y a de la place pour des outils qui aident des individus à stocker localement leurs données, à les visualiser, à les résumer, à préparer des rendez-vous médicaux, à suivre un protocole de bien-être, à comprendre l'évolution d'indicateurs personnels ou à choisir ce qu'ils partagent et ce qu'ils gardent pour eux. Et attention, vous n'avez pas besoin de promettre des diagnostics miracles. Au contraire, votre avantage peut venir d'une promesse beaucoup plus crédible. Clarté, souveraineté, traduction, coordination. Perte acceptable. Développer un prototype simple, tester avec 10 utilisateurs, perdre quelques semaines. Gain potentiel. Vous positionnez tôt sur une couche de valeur qui va compter de plus en plus à mesure que la biologie devient plus personnelle et plus logicielle. C'est pas un marché de hype, c'est un marché de confiance. Troisième possibilité. Ne cherchez pas d'abord l'écosystème parfait. Cherchez les premiers alliés réels. Un chercheur ouvert, un clinicien curieux, un maker prudent, un coach santé sérieux, un laboratoire partenaire, une petite communauté obsédée par la confidentialité. C'est comme ça que ces sujets avancent. Pas avec un grand plan sur 5 ans. Avec un patchwork de gens compétents qui acceptent de tester quelque chose de concret. Perte acceptable. Quelques rendez-vous, quelques échanges, un prototype qui ne débouche sur rien. Gain potentiel. Accéder très tôt à un terrain d'apprentissage rare, donc à un avantage difficile à copier. À partir de là, les possibilités deviennent évidentes. Pas pour contrôler le vivant, pour mieux dialoguer avec lui. Récapitulons. Vous pouvez commencer par reprendre la main sur vos données déjà disponibles. Vous pouvez construire des services privacy first autour de la traduction et de la coordination. Vous pouvez avancer avec des partenaires réels plutôt qu'avec des fantasmes. Ce ne sont pas des plans sur 10 ans, ce sont des premiers pas, des micro-expériences, des actions que vous pouvez commencer cette semaine. On arrive à la fin. Et je veux vous laisser avec une idée simple. Le vrai sujet du biohacking IA n'est pas de savoir si demain nous serons tous des cyborgs. Le vrai sujet, c'est que la lecture du vivant devient plus portable, que son interprétation devient plus logicielle et que la maîtrise de cette boucle commence à redescendre vers l'individu. Pas totalement. Pas sans garde-fou, pas sans institution, mais assez pour que la question change. Arrêtez de vous demander si l'IA va transformer la biologie un jour. C'est déjà en cours. Demandez-vous plutôt de quoi cette technologie est-elle le moyen pour moi aujourd'hui. De mieux comprendre votre santé, de bâtir un service utile, de protéger vos données les plus intimes, de créer un pont entre la machine, le laboratoire et la personne. Le premier petit pas, c'est ça. Pas un fantasme, pas un grand discours, une action concrète avec ce que vous avez maintenant. Alors ma question pour vous est très simple. Quel est le premier petit pas que vous allez faire cette semaine pour reprendre la main sur vos données de santé ou mieux comprendre votre propre biologie? Mettez-le en commentaire, parce que c'est dans l'action, pas dans l'attente, que se trouve la seule réponse utile à l'incertitude.